on va écouter maintenant Olivier Vincent. Vous enseignez les lettres, l'histoire géo en lycée depuis une quinzaine d'années, mais vous êtes aussi formateur académique et vous travaillez beaucoup sur des questions de dilemme professionnel. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Merci, bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ces rencontres du RIED. Je tenais à remercier particulièrement l'équipe organisatrice, à savoir Françoise Lorcerie, Valérie Orange et Julien Garrigue pour leur invitation et l'organisation de ces journées. Je souhaitais aussi saluer l'ensemble des participants à ces 2 journées de réflexion qui s'annoncent et qui sont déjà passionnantes. Je commencerai par vous dire aussi que c'est avec beaucoup d'humilité que je vais vous présenter une étape du travail de formation qui est en cours d'élaboration dans notre académie au sein d'un groupe de formateurs qui s'intéresse aux questions d'agir professionnel enseignant. La présentation que je vais réaliser leur doit beaucoup. Elle doit beaucoup aussi à un collectif de recherche que j'ai intégré en 2015, que d'ailleurs José Luis Vols a cité, le collectif de recherche donc Redisco, qui réunit des enseignants et universitaires autour de l'analyse de situations scolaires en lien avec les religions, les discriminations et le racisme. Cette enquête, donc, je l'ai dit, est pilotée par le laboratoire Éducation, Culture et Politique de l'Université Lyon 2 et l'Institut français d'éducation. Enfin, je vous prie par avance d'excuser le caractère plus descriptif qu'analytique de ma présentation. Face à certaines situations de classe dilemmatique, les enseignants sont parfois démunis ou déstabilisés dans leur agir professionnel. À partir de situations professionnelles concrètes, en lien avec la diversité ethno-religieuse en milieu scolaire, cette présentation a pour objectif de montrer un dispositif de formation à destination des enseignants. Il s'agira d'exposer les enjeux, la conception, les finalités, les attitudes aussi mobilisées par les enseignants dans ce dispositif de formation et ses modalités concrètes. Il s'agira aussi d'en mesurer les bénéfices et les limites. Nous tenterons de répondre à la problématique suivante: en quoi l'analyse de dilemme professionnel est-elle une méthode intéressante pour développer un agir réflexif des enseignants sur les questions de diversité ethno-religieuse en milieu scolaire. Alors on le sait, la diversité est un marqueur propre de nos sociétés contemporaines et cette pluralité est également présente dans nos classes. L'école publique est le reflet d'un état de la société, de ses mobilités, de ses inégalités sociales, territoriales. L'école est d'ailleurs sollicitée pour corriger les inégalités, assurer l'égalité des chances et favoriser le vivre ensemble. Mais comme souvent dans notre institution, très prolixe lorsqu'il s'agit de formuler des intentions, des prescriptions, des recommandations, la réalité de la formation sur le terrain est souvent bien différente. Les besoins en formation sur certains territoires sont importants, et particulièrement sur le sujet qui nous concerne. Les équipes pédagogiques manquent de ressources, d'outils et mieux encore d'espace de discussion, de délibération, de coopération conflictuelle, comme dirait Yves Clos, pour appréhender des situations de travail souvent très complexes, souvent bien plus complexes que ce qu'elles laissent paraître. Pour illustrer mon propos, je prendrai pour exemple une situation qui s'est produite dans un établissement de notre académie. La voici. Un jour de septembre, à la sortie d'une école d'un département rural de l'académie d'Aix-Marseille, un père d'élèves non francophone de nationalité tchétchène interpelle vertement l'enseignante de service alors au portail de l'école. Il refuse catégoriquement que sa fille, Jade, soit assise à côté d'un garçon. Le matin même, l'enseignante du PE2A, unité d'enseignement pour enfants allophones arrivants, avait placé systématiquement les élèves dans la classe en alternant filles et garçons. Le père est menaçant. La directrice de l'école le reçoit dans son bureau où il réitère ses propos dans un français très approximatif. Il explique aux enseignants qu'en Tchétchénie, les traditions font que les filles sont toujours séparées des garçons et que c'est ce qu'il souhaite pour sa fille. La communication est difficile. Afin de tempérer la situation, la directrice décide de reconvoquer le père de Jade en présence d'un traducteur. Le CADA est alors mobilisé et la municipalité est également sollicitée pour participer aux frais de traduction. L'équipe enseignante considère l'événement assez grave pour qu'il soit signalé à l'inspecteur de la circonscription et la directrice saisit même la situation dans une application fait établissement. L'application fait établissement est un outil national qui est destiné à enregistrer et à transmettre tous les faits préoccupants, événements graves ou phénomènes de violence d'une école, d'une circonscription ou d'un établissement scolaire. Elle permet d'assurer le suivi sur le terrain de ces faits au niveau académique et ministériel. La catégorie retenue par la directrice est la suivante, je cite, « atteinte au principe de laïcité »,
refus d'activité scolaire, autre fait perturbant la vie de l'établissement. Une dizaine de jours plus tard, les parents sont reçus par la directrice et 4 enseignants de l'école en présence d'un traducteur. Le cadre réglementaire est rappelé, respect des personnes chargées d'une mission de service public, obligation scolaire et assiduité, principe de laïcité, principe de mixité filles-garçons dans l'école française. Il est précisé que toutes les activités sont obligatoires et que plusieurs absences peuvent entraîner un signalement. Enfin, il est rappelé que dans le cadre de ces activités et que tout au long de sa journée, Jade, l'élève donc, est amenée à côtoyer des garçons, à leur parler, à travailler, à jouer avec eux. D'ailleurs, elle semble à l'aise avec eux. Le père de Jade dit comprendre les règles de l'école française, mais qu'il ne souhaite pas que sa fille soit assise à côté des garçons, car elle a honte. Les enseignants insistent sur le temps d'adaptation nécessaire à ce nouvel environnement et valorisent le rôle primordial de la famille dans l'accompagnement de leur enfant. Le lien de confiance, peu à peu, est réparé. Le père indique qu'il préviendra lorsqu'ils devront s'absenter pour des démarches administratives. La directrice demande alors la scolarisation du plus jeune enfant de la famille, une visite de la maternelle proposée aux parents, ainsi qu'une scolarisation progressive afin de lever les inquiétudes. On le voit dans la résolution de cette situation, on observe le rôle du collectif professionnel, son expertise, sa capacité à analyser une situation avec du recul, en se donnant du temps, en renouant le dialogue et en quelque sorte en rétablissant un lien de confiance altéré avec cette famille tchétchène nouvellement arrivée en France. L'objectif est double pour les acteurs de l'école ici, dans une société plurielle. Rappeler les normes scolaires collectives qui s'appliquent à tous et comprendre les trajectoires singulières, la diversité convictionnelle et les traditions culturelles de ces familles. Les apparences sont donc trompeuses, bien plus que de laïcité ici, c'est d'interculturalité dont il est question. Et l'on constate d'ailleurs les effets induits par les catégories fabriquées par les politiques publiques autour de la question des atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale. On le comprend ici, l'outil institutionnel a ses limites et ne répond pas vraiment aux préoccupations des acteurs de terrain. Vanille Laborde, j'imagine, reviendra dans son intervention sur les effets de cette catégorie. Nous le voyons, les situations professionnelles en milieu scolaire sont complexes, sont denses, sont épaisses et ne supportent aucune simplification. Un des enjeux pour le formateur aujourd'hui est sans doute, comme le disent les ergonomes, de ramener le réel en formation. Aussi, nous avons imaginé un dispositif qui puisse rendre compte de situations qui émanent du terrain. Pour cela, nous avons sollicité le service vie scolaire du rectorat de notre académie et engagé un travail de collecte de situations qui permet la formalisation d'un répertoire d'études de cas. Nous avons aussi sollicité les équipes éducatives, personnel de direction ou enseignants, qui nous font part lors d'entretiens de situations en lien avec la diversité culturelle des élèves. À partir de ce travail de collecte, nous avons réalisé un travail de traduction de ces situations à travers l'écriture collective de dilemmes que nous proposons en formation dans le cadre d'un dispositif qui s'insère dans une journée de formation établissement inscrite au plan académique de formation. Nous sommes donc dans le cadre de la formation continue des enseignants avec ce dispositif. Avant d'évoquer ce dispositif sur des situations dilematiques, je souhaiterais revenir sur une idée communément admise dans la sphère médiatique française, idée qui serait que l'expression du religieux à l'école serait un problème ou une préoccupation majeure des enseignants. Ce n'est pas ce que nous constatons sur le terrain, et cela rejoint d'ailleurs les résultats de l'enquête Redisco. Les résultats montrent explicitement que les préoccupations premières des enseignants restent l'échec scolaire, les inégalités sociales et culturelles, l'absence de moyens qui rendent difficile l'exécution de leur mission et la prise en compte de tous les élèves. Cela ne veut pas dire pour autant que certaines situations, évidemment, soient simples et ne soient pas source de tensions et de dilemmes professionnels. Ce qui est intéressant aussi dans les justifications données par les enseignants, c'est que les enseignants interprètent la plupart du temps les problèmes rencontrés comme la manifestation de provocations adolescentes, comme la manifestation de l'ignorance de certains élèves, de malentendus, voire de conflits de loyauté avec les familles, et de stratégies aussi d'élèves en difficulté pour retrouver par une affirmation religieuse l'estime de soi perdue du fait des échecs scolaires. Là encore, on l'observe, nous sommes loin des simplifications ou des réductions entendues ici ou là. Venons-en à la présentation du dispositif qui se déroule en 2 temps. Travailler sur les situations dilematiques
en lien avec la diversité ethno-religieuse des élèves, doit permettre aux professionnels de mesurer l'importance et les conséquences des actes et des choix de l'enseignant sur l'apprenant évidemment, mais aussi sur la classe, mais aussi sur la communauté éducative, mais aussi peut-être aussi sur la relation avec les familles. On pourrait résumer l'objectif de ce dispositif finalement à qu'est-il juste que moi, enseignant, je fasse pour l'élève dans une situation donnée, dans un contexte précis. Il s'agit de réfléchir aux orientations susceptibles de guider l'action éthique de l'enseignant. Alors ce dispositif se fait en 2 temps. Le premier temps est un temps de prise de connaissance des dilemmes. C'est un dispositif qui concerne donc le collectif des enseignants. On fonctionne en général par équipe, donc des équipes sont constituées. On s'assure au sein de l'équipe de la diversité professionnelle dans chaque groupe pour croiser les regards, enseignants, CPE, AED, chefs d'établissement. 5 dilemmes sont proposés sur des posters qui sont disposés sur 5 kilos aménagés dans la salle. Chaque équipe doit analyser le dilemme présent sur le poster et proposer une résolution en respectant plusieurs étapes. Lecture silencieuse, réflexion individuelle, réflexion collective, puis débat et délibération, enfin résolution écrite sur le poster. Les groupes prennent connaissance donc des différents dilemmes, une rotation est assurée à l'intérieur des groupes, le temps est volontairement contraint, il s'agit évidemment de trouver une résolution assez rapide. L'animateur assure la supervision du groupe et le respect évidemment du chronomètre. À chaque rotation, donc je l'ai dit, les équipes prennent connaissance des dilemmes, mais aussi des résolutions proposées par les équipes précédentes et viennent augmenter ou contrer peut-être les solutions qui ont été proposées. Pour chaque situation, pour chaque dilemme, les stagiaires gardent à l'esprit cette grille de lecture. Description des faits, émotions ressenties à la lecture des faits, les valeurs qui sont en jeu, les besoins et les demandes qui émergent de la situation, les solutions qui sont possibles et éventuellement, et en dernier recours, en dernier temps, la solution à retenir. C'est le temps 1 du dispositif. Le temps 2, c'est celui de l'analyse collective des posters. C'est le moment où l'on matérialise les points d'accord entre les enseignants formés ou les divergences au sein du groupe. L'objectif est de travailler sur le réel des situations, sur leur complexité, mais surtout sur les orientations proposées par les différentes équipes. Le formateur synthétise alors les échanges et propose un étayage sur les thématiques ou sur les situations proposées. Pour illustrer le dispositif, je vous propose la lecture d'un dilemme proposé aux enseignants formés et je vous propose en un second temps l'extrait de l'entretien avec un professeur qui a permis d'élaborer justement ce dilemme. Après avoir parlé de Jade, je vais donc vous parler de Robert, qui est professeur d'électricité en lycée professionnel. Voici le dilemme proposé aux enseignants lors de la formation. Robert est professeur d'électricité en lycée professionnel depuis 30 ans. Apprécié de tous, il est réputé pour être proche de ses élèves. Un lundi du mois de juin, quelques élèves de CAP viennent lui demander d'aménager leur stage, et ce pour des raisons religieuses. Il souhaite se rendre dans l'entreprise, mais uniquement le matin. Robert refuse catégoriquement et rappelle que les horaires et les modalités de la période de formation en milieu professionnel sont indiqués précisément dans la convention qui lie l'élève, l'entreprise et le lycée. Les élèves s'obstinent et décident de dire à Michel, le tuteur, leur tuteur, qu'ils ont cours au lycée l'après-midi. Ils s'absentent chaque après-midi pendant plusieurs jours. Au bout d'une semaine, le tuteur, Michel, s'étonne de cette situation et contacte le professeur. L'enseignant comprend alors la situation et décide alors de couvrir ses élèves en mentant au tuteur. En colère, il contacte ses élèves, les oblige à reprendre le travail l'après-midi, sans quoi il entamerait une procédure de rupture de stage avec les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir sur l'obtention de leur diplôme. Les élèves reprennent leur stage normalement, conscients du service rendu par leur professeur et de la difficulté qu'il y aurait à retrouver un stage en cette fin d'année scolaire. Robert assume d'avoir protégé ses élèves. Il sait aussi que grâce à cet arrangement, ils lui sont redevables et pour longtemps. Voici la question posée à la fin du dilemme. Robert a-t-il agi comme il le fallait? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Je vous propose maintenant la justification
l'action donc commise par Robert, par le professeur en question. Voici l'extrait d'entretien que l'on propose dans un second temps aux collègues après qu'ils aient délibéré sur le cas. Voici ce que dit Robert. Alors le pire qu'il puisse nous faire, oui, le pire c'est ça. Alors je vais vous dire, c'était l'année dernière, le stage de juin, en plein pendant le ramadan. Et des élèves donc qui me demandent s'ils peuvent aller travailler que le matin, évidemment. Et que je les couvre et que je leur trouve une couverture. Donc moi je leur dis qu'il est hors de question que je mente à une entreprise ou quoi que ce soit. Vous allez travailler selon les horaires de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au patron, ils ont menti. Et ils ont dit, on a cours l'après-midi. Donc, au bout d'une semaine passée, le patron m'appelle et me dit comment ça se fait, les élèves, c'est pas normal, vous me les envoyez en stage, ils sont là que la moitié du temps, c'est gênant pour moi. Alors moi, je suis resté un peu bête, je connaissais déjà leur intention, j'ai compris, donc j'ai appelé les élèves et j'ai dit, c'est quoi cette histoire? En fait, ils avaient roulé le patron dans la farine en lui faisant croire que l'après-midi, ils avaient cours, tout ça pour entrer à la maison. Alors, comment j'ai fait? J'ai dû mentir au patron, je ne lui ai pas dit la vérité. Voilà. Et j'ai mis la pression à mes élèves pour qu'ils fassent comme si de rien n'était. Et le lendemain, j'ai dit, c'est terminé, vous reprenez le travail. Ça, c'est le pire qui me soit arrivé, qui m'est arrivé. Et du coup, quand vous dites, j'ai menti, bon, vous arrangez la réalité pour protéger vos élèves en question? Un peu, je les ai protégés un peu. Mais pour quelle raison? Mon Dieu, vous savez pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'ils perdent leur stage. Parce que là, je disais la vérité et ils les viraient. Et je me retrouve avec 2 élèves sur le carreau. Ils étaient 2 et c'est compliqué déjà pour obtenir un stage. Et déjà, ça m'arrive fréquemment qu'ils se fassent virer et de devoir retrouver un stage en plein milieu de période, impossible. Ils ne se font pas virer pour ces raisons-là. Non, ils se font virer parce qu'ils ne viennent pas. Dès qu'ils sont malades, ils ne préviennent pas, ils sont absents une semaine. Il y en a un qui a dit que son père était décédé pour ne pas aller en stage. C'est des trucs de fou, voilà. Alors on peut, cet extrait est utilisé pour montrer au groupe de stagiaires quelle est la justification des choix opérés par l'enseignant dans la situation initiale et pour comprendre la logique d'action mobilisée. Ce dilemme évoque les périodes de formation au milieu professionnel qui sont au cœur de la formation des élèves de lycée pro et sont un facteur déterminant de leur insertion professionnelle. L'intérêt et l'efficacité des stages impliquent que les équipes éducatives mettent en place un accompagnement strict des élèves. Mais on le voit ici, lors du stage, des tensions peuvent apparaître à propos des manifestations dits religieux. Ici, une fête religieuse. Ici, la situation d'absence pour motif religieux nécessite un dialogue et une négociation. L'enseignant couvre des élèves absentéistes en stage durant quelques après-midi pour cause de Ramadan. Il justifie son action en invoquant une histoire professionnelle et dans le dilemme professionnel qui se pose à lui, hiérarchise ses priorités. Ici, l'objectif d'obtention du diplôme est plus important que l'absentéisme de ses élèves quelques jours pour cause religieuse. En lycée professionnel, les enseignants sont à la fois attentifs par nécessité à la diversité convictionnelle de leurs élèves et soucieux de les protéger des pressions extérieures. Les situations concrètes, notamment lors des stages, amènent, on le voit, à construire des compromis opératoires. On le comprend, le stage, au-delà de sa réglementation, génère de nombreuses interactions qui laissent une latitude aux professeurs en assurant le suivi pour apprécier les situations, les négocier en fonction de leur traduction des règles prescrites. Le stage apparaît donc comme une mise à l'épreuve de l'ordre scolaire, entraînant une reconfiguration des frontières entre l'école et l'entreprise. Les enseignants sont souvent contraints de déployer des ruses, des stratégies adaptatives, des pratiques prudentielles, afin de négocier certains compromis raisonnables avec les élèves, les tuteurs ou les familles. Cela traduit une très grande plasticité professionnelle de la part des enseignants qui déploient des gestes professionnels très ajustés en fonction des situations rencontrées et des normes collectives, avec pour objectif toujours la réussite scolaire de leurs élèves. Alors concrètement, sur la finalité peut-être de ce dispositif, évidemment, à partir des situations professionnelles, l'idée pour les enseignants dans ces situations qui sont proposées, c'est de repérer à chaque fois les enjeux qui sont inscrits au cœur d'une situation professionnelle. C'est d'apprendre à lire une situation et de savoir l'apprécier sous différents points de vue, c'est-à-dire de comprendre les logiques d'action des différents acteurs. C'est aussi de discuter collectivement entre pairs, de délibérer afin de choisir peut-être l'option la plus juste ou la plus équilibrée. C'est aussi savoir expliciter et justifier ses orientations. Alors, ce dispositif a des effets qu'on peut mesurer, notamment lors de l'animation du dispositif. D'abord, une entrée par le réel et des situations concrètes qui intéressent toujours les collègues en formation.
On observe lors de la réalisation de ce dispositif un enrôlement des collègues, une participation active des stagiaires, et puis des phases de délibération qui favorisent la controverse aussi professionnelle et qui favorisent donc cette démarche réflexive qui est recherchée. L'effet, alors ces effets sont sans doute limités dans la mesure où cette intervention en formation, c'est une intervention qui est ponctuelle et peut-être que cet exercice répété à plusieurs reprises sur des situations d'ailleurs en lien avec la diversité ethno-religieuse, mais aussi peut-être sur d'autres thématiques, pourrait être un dispositif, nous pensons, intéressant pour la formation. Pour conclure, ce dispositif donc de formation permet de faire du travail réel un objet de pensée et de délibération. Et nous pensons que l'analyse de dilemmes en situation professionnelle permet de faire croître la réflexivité des enseignants et leur permet d'apprendre à développer leur capacité à analyser, à juger par eux-mêmes une situation. Nous estimons que ce dispositif, pensé comme une méthode éthique de développement professionnel, peut être un outil parmi d'autres pour mettre au travail cette question de la diversité ethno-religieuse en milieu scolaire. Il semble bien que l'approche par les dilemmes soit une base de travail intéressante pour établir des correspondances entre l'activité des enseignants, pour comprendre les logiques d'action des acteurs concernés, enseignants, familles, élèves concernés par les situations, pour comprendre leurs stratégies, les compromis aussi opératoires qu'ils opèrent et les limites aussi de leurs actions. Nous sommes convaincus que le réel des situations scolaires ne se découvre jamais mieux que lorsque l'on ouvre en formation au sein du collectif professionnel des espaces de discussion, voire de controverse, qui permettent collectivement d'avoir une meilleure prise sur les situations les plus complexes. Je vous remercie. Merci infiniment, Olivier Vincent, c'était passionnant. Et puis, comme toutes les autres présentations, extrêmement concret, quoi. C'est ça qui est formidable dans ce colloque, c'est que on parle de choses concrètes, d'expériences, de tentatives, de travaux en commun. Je ne peux m'empêcher d'évoquer, à propos de l'exemple tchétchène, je suis frappé de voir que l'argument, c'est contraire à la laïcité. Mais je raconte dans mon livre comment la mixité ou la coéducation était une découverte très récente. J'ai fait la totalité de ma scolarité, de la maternelle à la terminale, dans l'école publique non mixte. Les premières filles que j'ai rencontrées, c'est dans les classes préparatoires. C'est pas vieux quand même, ou alors je suis pas un dinosaure. C'est en 1975, bien après 1968, que la mixité est devenue obligatoire dans le système éducatif français. Elle avait été instaurée de façon très progressive, de façon très, très aléatoire, mais elle est devenue obligatoire, ça est devenu une valeur qu'en 1975. Et donc, invoquer une atteinte au principe de la laïcité, mais pendant des décennies, personne n'aurait imaginé que la séparation des filles et des garçons dans les classes, qui correspondaient aussi à des programmes différents, aurait été contraire à la laïcité. Et là, il y a une ignorance de l'histoire qui est vraiment frappante. Et il y a le poids d'un contexte politique aussi, voilà, marqué par les politiques publiques autour de la mixité. Autrefois, ça s'appelait la coéducation, et l'école de la République était sous le regard de l'Église. Et elle avait eu énormément peur d'être accusée d'immoralité parce qu'elle aurait mis ensemble les filles et les garçons. Et donc, elle se sentait très surveillée de ce point de vue-là. Et je raconte l'histoire de Marie Curie qui a essayé en 1905 d'obtenir pour sa fille une dérogation, qu'elle puisse aller dans un lycée, le lycée de Sceaux, qui était entièrement masculin. Eh bien, la presse en a parlé. Il y a eu une campagne contre Marie Curie à cette occasion-là, et elle a dû inscrire sa fille au cours Sévigné, et non pas au lycée de Sceaux. C'est pas si vieux tout ça, hein. Et l'idée que, là encore, ce qui me frappe, c'est que l'idée que ces valeurs républicaines de laïcité, etc., nous ont été transmises de façon absolument immuable, comme un bloc, depuis 1905 ou depuis 1789 ou depuis je ne sais quand, sont fausses. Et d'ailleurs, les analyses lexicographiques sur les variations de l'emploi du vocabulaire, ça montre qu'il n'y a jamais eu de transmission continue d'un héritage républicain. Là, ce sont des choses que nous réinventons. Hein, je le dis souvent sur la base lexicographique. École républicaine, valeurs républicaines, c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui beaucoup, mais 20 fois plus qu'au temps de Jules Ferry.
20 fois plus. Hein. Donc, mais là, ce qui me frappe dans votre histoire, c'est le fait qu'on ait invoqué une entorse au principe de laïcité contre la coéducation. En 1925, en 1929 encore, le pape fait une encyclique contre la coéducation des filles et des garçons à l'école. Donc nos grands-parents ont connu cette affaire. Voilà. Donc je m'excuse d'avoir ajouté ce point, mais je crois que c'est assez important aussi parmi toutes les stratégies de recul et de recoupement des points de vue, on ait aussi cette vision historique qui nous montre que ce qui sépare les cultures, c'est souvent beaucoup plus du temps que des abîmes, que des fossés institutionnels. Voilà.